c'était pas le cadeau de Noël, c'était avant. Mais si vous avez un cadeau de Noël à vous faire, je vous conseille ce bouquin. Indie Split. Indie Split de John Horowitz. John Horowitz, j'en ai chez Racer, donc comme Marshall Pruett ou comme anciennement Will Miller. C'est un super bouquin. Ça vous raconte comment le pognon a pourri les relations en monoplace aux États-Unis jusqu'à en faire un split. T'as comme un avertissement par rapport à certaines de nos disciplines, notamment une discipline dont je vais vous parler aujourd'hui, la Formule 1. Ouais, c'est un super bouquin, franchement. Parce que vous allez voir, je vais vous partager mon avis sur la F1. Et on va dire que je ne suis pas forcément d'accord avec Liberty Media et avec un certain nombre de choses actuellement en Formule 1. Bonne vidéo à tous. Et moi, ça, je vais me le lire après la vie de Bernie Ecclestone parce que ça fait juste 500 pages, donc c'est juste énorme à lire. Pour l'instant, on se fait l'excellent bouquin de Martin Brundle, parce que ça aussi, ça c'est pas long, alors ça coûte vraiment une misère, ça coûte 4 € sur Artbook, ça coûte ce bouquin et c'est une vraie minace. C'est même pas une autobiographie, c'est juste son expérience de pilote sur la circuit, c'est juste génial. Allez. Là c'est la vidéo désormais, donc maintenant je vais vous parler de ma vision de la Formule 1, durant une petite vingtaine de minutes. Vous allez voir, on va aborder tous les points. Voilà. Parce qu'à l'origine, je voulais vous sortir une vidéo sur Philippe Strife, mais je l'ai pas fait. Bonjour, bienvenue sur Cycle GP pour une nouvelle vidéo, donc première de l'année 2023. Bonne année à tous, meilleurs vœux. Donc à l'origine, j'avais prévu de vous proposer en guise de première vidéo la première vidéo de la série 2 de Trajectoire brisée sur Philippe Strife. Elle est en cours de montage, mais cependant, j'ai demandé quelques précisions sur Autodiva quant à l'accident, à la carrière de Philippe Strife, donc ça m'a retardé un petit peu, d'autant que j'ai acheté l'ouvrage Drapeau Rouge. Parce que notamment, je vais en faire un ici après. Donc cette série, en fait, comme vous le savez, elle revient sur des pilotes soit qui se sont tués, soit qui ont eu leur carrière brisée. Donc cette année, petite nouveauté, comme vous avez vu avec mon refroidirie, je vais revenir sur des gens qui ont eu leur carrière aussi brisée par des choix douteux de carrière, avec sans doute un peu d'analyse à la fin également, pour un peu augmenter un peu ce format. Le rend intéressant, parce que bon, je crois qu'il intéresse un petit peu ce format. Donc, premier numéro sur Philippe Strife, qui aurait dû être mon dernier, parce que j'avais prévu l'interview Philippe Strife. On avait commencé à discuter ensemble pour faire une interview, mais bon, malheureusement, donc il est décédé. Ensuite, je vais travailler sur les frères Warwick, notamment Paul, qui était encore plus prometteur que son grand frère Derek. Ensuite, Mauro Gugelmin, pilote fort intéressant. Roberto Guerrero, dont l'histoire est vraiment passionnante. Michele Alboreto, dont on fête les 40 ans de la dernière victoire pour Tyrrell cette année. Et ainsi que d'autres pilotes, par exemple Luca Badoer, je pense également. On verra à peu près une dizaine de pilotes cette année, je pense. À peu près pour nous occuper jusqu'au mois de mars, voire avril, jusqu'à début sur MotoGP F1. Autre justement concernant la moto, autre série, la série qui va arriver sur la moto, j'avais fait un premier numéro sur le conflit FOPA FIM IRTA. Donc ça va être suivi, en fait ça me demande du temps parce que par rapport au droit, faut que je trouve au droit télé notamment, c'est assez compliqué parce que c'est tout détenu par Duke et donc c'est assez compliqué tout ça à monter. Mais c'est en cours de montage, ça fait 6 mois que c'est en cours de montage, je suis en train de voir avec Duke pour faire un système pour pas avoir à payer. Donc je pense que ça va passer par un peu de sponsor, je pense. Voilà. Donc maintenant, place à cette vidéo sur la saison 2023 de Formule 1. Non pas la saison elle-même, mais ma vision de la Formule 1. Je partage, à titre personnel, à peu près le même. On a une saison qui était intéressante. Alors, ça serait que ça s'est pas bastonné jusqu'à la dernière course comme l'an dernier. Ça s'est pas joué pour un point le championnat, comme l'an dernier ou comme en 94 par exemple. Mais on a une belle saison. Franchement, moi j'ai bien aimé la course d'Austin que j'ai eu la chance de mater sur Canal. On a au final, derrière Verstappen qui était intéressante. Bon, on a Verstappen qui a tout écrabouillé. Mais Ferrari, par exemple, le début de saison, ont dominé. Donc, preuve quand même que cette révolution promise, la première depuis 1994, a quand même porté ses fruits. Mais peut-être pas totalement. Et là-dessus, je vais y revenir justement. Donc, je vais vous présenter plusieurs points. D'abord, premier point, moi, à titre personnel, vraiment mon avis sur la F1. Pour moi, la F1, c'est avec le WEC et anciennement le CRT, donc l'IndyCar à l'heure actuelle, qui se rapproche de plus en plus du CRT, à mon avis, le sommet du sport auto. On peut un peu mettre derrière aussi le NASCAR aussi. Et le rallye. Même si, pour moi, le rallye, ça a perdu. Ça a perdu ces dernières années. Ça a un peu perdu. Avant, c'est vrai que dans les années 90, oui, dans les années 90, c'était une sommet. Et par contre, le NASCAR était un peu en dessous. À part aux États-Unis. Mais effectivement,
ce sont ces 5 disciplines, les 5 pour moi grandes disciplines du sport automobile. Donc, dans cette optique, la Formule 1 pour moi, c'est vraiment le sommet au point de vue technologique. C'est pour ça que moi, la Formule 1 pour moi, elle doit servir aussi au quotidien pour aider les gens, pour aider tout ce qui est notamment environnemental. Elle doit montrer l'exemple. Pas par l'hybridation, vous allez voir, moi je suis pour l'hybridation. Au début, j'étais intéressé, maintenant non. Je trouve que justement, par rapport à ce problème du dépassement, le fait d'avoir des voitures avec un MGUK et un MGUU, c'est emmerdant. Ça fait des bagnoles qui font 800 kg. Non mais 800 kg 800 kg et une F1, on est en F1 les gars, on n'est pas en barquette proto les gars, on n'est pas en WEC les gars. Désolé, même les IndyCars sont plus légers que les F1 maintenant, alors que les IndyCars, c'était des monstres, ça faisait 800 kg par rapport au F1. Là, pilote compris, avec un réservoir de 100 litres, alors qu'à l'époque c'était 120, voire 200 litres, 200 litres plus le pilote, les voitures elles sont plus lourdes. En fait, quand j'étais gamin, moi, dans les années 90, au début des années 90, c'était 540 kg une Formule 1. Ensuite, c'est passé à 600 avec le pilote, sans le réservoir, puisque pour longtemps on a compté sans le réservoir. Là maintenant, c'est 800 kg avec un pilote qui doit faire 70 kg, un réservoir qui fait 100 litres et une voiture. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture elle a gagné presque 100 kg, ce qui est vraiment trop pour moi. Donc il y aura peut-être des solutions à jouer. Notamment, d'un point de vue environnemental, c'est pas si bon que ça, là, des voitures lourdes. C'est comme donc justement, autre question justement liée à la standardisation, justement. Je vais y revenir un peu plus tard aussi. Il se passerait quoi si on avait un scénario comme il y a 25 ans, Grand Prix de Belgique, un Coulthard qui part en travers, qui embarque 13 bagnoles avec lui. Ou alors, encore plus con, sur une course sprint, admettons, sur un circuit en ville, une course sprint, ou sur un circuit, une voiture qui part, on a un carambolage avec 7-8 bagnoles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bah, ça fait une grille à 10 bagnoles, voilà. Tout simplement. Le mulet, pour moi, ça a été une grosse erreur de supprimer. Par exemple, attendez, on casse une bagnole, maintenant il faut faire venir chez Haas une bagnole des États-Unis. C'est une connerie et une aberration écologique. Pourquoi on met pas une voiture qui a fait 2-3 courses avant ? On récupère le châssis, on le met derrière, on le met préassemblé, on aura juste à monter comme on faisait à l'époque, les roues, le baquet du pilote, les ailerons dessus, régler vite fait. Donc un mulet, mais par contre à l'arrière du stand, pas totalement monté, qui doit être monté, utilisé uniquement si il y a constatation des commissaires que la voiture de course est inutilisable à ce moment-là, donc on utilise le mulet, et dans le cas, procédure de départ où la voiture a une panne, ou s'il y en a un accident au premier tour et qu'il y a un drapeau rouge, on puisse à ce moment-là récupérer la voiture de secours, comme c'était le cas quand j'étais gamin. Ça, c'est une idée intéressante, et ça peut faire partie d'une idée de standardisation. Pour moi, c'est intéressant d'avoir une voiture de secours. Ça permet de parler des éventualités. Et c'est con qu'on l'ait supprimé. En 2004, ça a été supprimé en 2003-2004 quand on a aussi standardisé les moteurs. Commencé à standardiser les moteurs aussi. Bref, voilà. Là aussi, je reviendrai, vous verrez, je vais parler de l'architecture moteur. Enfin, maintenant, on va parler du format de course, des qualifications notamment, et des courses sprint. Là aussi, je vais vous soumettre une idée par rapport aux courses sprint, vous allez me dire ce que vous en pensez. Un format de course, c'est vraiment sacro-saint. Le format de course, pour moi, c'est immuable. C'est une tradition. C'est pas... On doit les modifier, mais c'est pas non plus... Moi, je suis désolé. La course sprint, je vais y venir après. Non. La course sprint, ça ne doit pas déterminer la grille. Pour moi, la course sprint, ça serait plus un format hivernal. Oui, pour moi. Peut-être 1 ou 2 dans la saison. Mais pour moi, c'est le vendredi matin. Le vendredi matin serait consacré aux jeunes pilotes. Aux jeunes pilotes, on peut mettre, ou un pilote autre, qu'on met dans la voiture, comme ça se faisait dans les années 2000. Ça, c'est un très bon système dans les années 2000, ceux qui n'ont pas connu. On pouvait mettre un jeune pilote, un autre pilote, on le mettait lors des premiers essais en remplacement du pilote principal. Ensuite, le vendredi après-midi, donc les pilotes commencent leurs essais, pilotes titulaires, commencent leurs essais. Samedi, pareil, préparation des qualifications. Samedi après-midi, les qualifications. Et pour moi, le format actuel, il est très bien, on le garde ce format en 3 parties, très intéressant. Sinon, on pourrait remettre un système en 12 tours, mais un système en 12 tours, ou alors, système qui était pas mal aussi, le système de 2002 sur un tour. Plus aléatoire, mais qui était sur un tour. C'était intéressant. Et en tout cas, le format actuel, moi, il me plaît bien. Et ensuite, le dimanche matin, on remet un warm-up, parce que le warm-up, c'est intéressant, ça permettait de chauffer les spectateurs. Toi, les spectateurs, ils voyaient un warm-up, ça les permettait de les animer le matin. Oui, pioncer. Ils voyaient quelque chose... Ouais. Après, bon, il faudrait voir ça avec la Formule 2, mais bon, là, on y reviendra à la fin, c'est sur la promotion aussi.
Je vais y revenir, j'ai quelques idées ensuite. Et donc la course. Et la course aux 300 km, pour moi c'est très bien. On garde ce format, pareil, on n'y change pas. Là maintenant, place à mon idée que je vais vous soumettre sur les essais privés, redonner de l'importance aux essais privés, et sur la course sprint, une idée de format hivernal. Concernant les essais privés et les courses sprint, moi je voudrais soumettre une idée, par exemple, pourquoi ne pas redonner de l'importance aux essais privés sur un système un petit peu différent de ce qui se faisait il y a quelques années. En fait, pour moi, il faut donc limiter dans le cadre de Red Bull, Merco, Mercedes, pour resserrer un peu, eux, moins l'essai privé. Salary cap, beaucoup plus. Le salary cap, justement, en rentrant dans le salary cap, la RD doit être comprise dedans. On ne doit plus mettre, comme à l'heure actuelle, 1 milliard d'euros sur un moteur. Il faut quand même savoir que selon Mark Limarer du site Tomorrow, qui est vraiment quelqu'un très calé dans le domaine, le développement du moteur Honda a coûté 1,4 milliard. C'est énorme. De même source, et de source autour de Russell Hutton, par exemple, dans l'ouvrage qu'il a écrit en 98, le moteur, par exemple, pour un moteur à l'époque, en 98, il fallait environ 10, 30 millions d'euros, 40 millions d'euros, 35 millions d'euros, le Honda en 89. C'était déjà énorme, mais voilà. C'était également le moyen de donner à un jeune pilote de pouvoir conduire. Donc, on faisait un châssis laboratoire, on mettait le moteur, on le faisait tourner sur le circuit. Là, ça serait une très bonne idée pour moi. Je pense qu'en fait, il faudrait remettre ça à importance. On va dire à peu près une vingtaine, trentaine de jours d'essais par an. Une vingtaine d'essais par an. Pour ce jour. Alors, les essais, bien sûr, de pré-saison, ça, on les garde. Abu Dhabi, pourquoi pas pour les jeunes talents. Mais en saison, le pilote d'essai, on lui donne de l'importance. On va le faire tourner sur un circuit hors championnat. Interdiction, justement, selon les règles de 99. Interdiction de tourner sur un circuit de championnat du monde actuel. Par contre, on peut aller tourner à Sepang, par exemple, à Estoril, à Darlington en Angleterre. On peut tourner, par exemple, chez moi à Charade, sur le petit circuit de Charade, par exemple, pour faire des essais très rapides, comme ça se faisait. Et la course sprint, ainsi, par exemple, aurait son utilité. Hors cadre du Grand Prix, parce que pour moi, une course sprint ne doit pas faire partie du cadre du Grand Prix, en tout cas, ne doit pas déterminer la grille. C'est une connerie son nom de déterminer la grille pour une course sprint. On l'a bien vu au Brésil. Superbe course sprint, très intéressante que j'ai suivie sur le site de Michael, mais malheureusement, Magnussen, il est parti premier, mais Magnussen, il s'est fait défoncer, alors qu'il aurait été en pole, sinon ça, c'est pas une bonne idée. Tu vois, justement. Par contre, la course sprint, on peut faire une série hivernale. Pourquoi ne pas faire une série hivernale basée sur des courses sprint, sur un format? Moi, je vous donnerai mon idée, voilà. Alors, premier tour, un peu comme on fait nous sur piste en cyclisme. Premier tour, on met 2 groupes de qualification. 14 personnes environ, 28 voitures, donc avec des conducteurs locaux, des conducteurs d'Indy, des conducteurs de WEC, donc des gens qui ont un milieu un petit peu différent. Les jeunes pilotes, notamment, pour mettre ici en valeur les jeunes pilotes. Par exemple, des pilotes un peu moins importants, le second pilote, se priver du premier pilote à part de temps à autre, ou des anciennes gloires, par exemple, dedans, pour mettre. Donc, ici, ensuite, les 20 premiers seraient qualifiés pour la course principale, ou les 22 premiers seraient qualifiés pour la course principale. Ensuite, donc sur 100 km comme à l'heure actuelle, pourquoi pas, avec un arrêt au stand obligatoire. Et ensuite, une finale qui comprendrait les 10 ou 12 premiers sur 60-50 km. Avec à la clé pour le vainqueur, pour moi ici, une place en Formule 1. Pour un jeune pilote, une place en Formule 1 dans une des écuries. Voilà. Ensuite, le calendrier de cette série hivernale. Pour moi, par exemple, on pourrait mettre Jeddah, Abu Dhabi, qui pour moi n'ont rien à foutre dans le championnat du monde. On met Sepang, c'était une super piste. On peut mettre Sentul, le Mandalika, par exemple. Cheng, en Thaïlande. On peut y glisser un circuit comme le Fuji au Japon. Ensuite, on peut mettre en Océanie, on ira en Océanie sur un circuit comme Phillippa Island, ou comme par exemple Eastern Creek, qui a failli être accueilli à Formule 1 pour les 2 circuits. Ensuite, Pocock, Taupo, Wakefield en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, aller en Amérique sur, pourquoi pas, le circuit de Buenos Aires ou le circuit de Villacum ou Turuma, par exemple, en Venezuela. Des circuits qui sont certes courts, et justement, varier les tracés aussi, ils mettent des circuits courts, des circuits longs, des circuits plus courts qu'à l'accoutumée, par exemple des circuits comme, justement, en conclusion de ce championnat à Long Beach, ou Saint-Petersburg, voilà. Donc, une dizaine de manches à peu près.
qui permettrait effectivement de faire une série banale d'animés sur des formats plus courts et plus dynamiques, justement pour corréler avec ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire des gens qui veulent des formats de plus en plus courts, comme justement Drive to Survive, et c'est nous faire gober. Et là maintenant, je vais venir sur Drive to Survive, effectivement, je vais mettre mon avis, et il va être salé. Moi je pense qu'en Formule 1, il faut vraiment qu'on arrête de s'appuyer sur le gogo, le gogo Drive to Survive, je suis désolé. Moi j'ai appris la F1 en regardant des bouquins quand j'étais gosse. En m'attendant à Auto Hebdo, FR Racing, Auto Sprint, voilà. Ça c'est intéressant, toi. Ça, t'apprends vraiment ce que c'est que de la F1. Drive to Survive, je vais être extrêmement clair et très, très bref. Pour moi, Drive to Survive, ce n'est pas un documentaire. C'est même pas un docu-fiction. C'est quelque chose de scénarisé, c'est une série. Au même titre que Good Doctor, par exemple, connu à Amsterdam, donc des séries que j'aime bien en ce moment. C'est une série. C'est une série. On a mis des acteurs réels, mais en fait, j'aurais pu faire un dessin animé avec, ou Jour de tonnerre avec, c'est pareil. Ce n'est pas un documentaire, c'est pas documentaire. Ça, c'est romancé, c'est complètement bidon, excusez-moi, mais par exemple, Norris, Leclerc ou Sainz, c'est pas les mecs qui peuvent pas s'encadrer. Ils nous vendent Senna et Ayrton et Prost comme quoi ils voulaient se foutre sur la gueule. C'est pas vrai. Les mecs hors du circuit, c'était des copains. Ils avaient leur vie. Mais sur le circuit, c'était des tueurs, ces mecs-là. C'était comme tout grand champion, c'était des tueurs, les gars. Donc c'est totalement faux ce qu'ils racontent dedans, c'est de la connerie. C'est pour ça que moi, Drive to Survive, ça me fait chier à titre personnel. Moi, je préfère une excellente série que je vais vous conseiller qui s'appelle Yellow, qui est aussi produite par Netflix. C'est hyper intéressant. C'est sur les commissaires aux États-Unis, les médecins, sur le docteur Stephen Olvey et Terence Trammell. C'est un peu plus ancien. Au Podolski, par exemple, le médecin actuel, c'est super intéressant. Vous apprenez plein de trucs sur la sécurité en sport auto, sur des procédures, sur comment ils font les mecs. Ou par exemple, moi je vous conseille aussi de regarder par exemple les vieux documentaires qui ont été produits par Elf ou la saga de la Formule 1 sur internet. C'est des vieux docs des années 90. Des vieux docs des années 80-90, c'était aussi intéressant. C'était beaucoup plus commercial, effectivement. Mais là, au moins, c'était pas caché, c'était du vrai commercial. Mais c'est intéressant, vous apprenez vraiment des choses. Regardez les vieux Grands Prix, les vieux automotos des années 90 parfois, où ils allaient dans les coulisses. Et pour moi justement, par contre, c'est vrai que c'est très très intéressant, ce serait vraiment un truc qui vous montrerait la conception d'une bagnole, les essais privés justement, donc je vais vous parler, vraiment vraiment de manière précise, expliquer vraiment précisément, non romancé, on vous explique tout, bon voilà, on montre vraiment tel qu'est la fin derrière. Ou par exemple la conception d'un circuit. Moi qui suis architecte de formation, la conception d'un circuit, comment on conçoit une piste, comment on conçoit un circuit, comment c'est créé du début à la fin. Il y a des documentaires d'ailleurs qui existent dessus, c'est extrêmement intéressant. Mais pas une espèce de gloubi-glouba où on nous raconte n'importe quoi et on te prend pour un con. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que maintenant ça détermine le championnat du monde avec des conneries comme par exemple le circuit de Jeddah ou Las Vegas l'an prochain, qui, je vais vous donner mon avis maintenant, sont des merdes sans nom. Voilà, donc, voilà, c'est mon avis sur Drive to Survive. Maintenant, on va venir sur le championnat du monde. Championnat du monde sur lequel je vais vous donner mon avis, et vous allez voir, il y a un petit peu différent de celui de Liberty Media. En fait, le seul point positif pour moi de Drive to Survive, c'est les angles pour filmer les Grands Prix. Je trouve les nouveaux angles vraiment pas mal. La caméra casque, les vues, par exemple, la vue comme dans les années 90 aussi de côté, c'était intéressant. Je pense qu'effectivement, ça par contre, c'est intéressant, tu vois. Apporter de nouveaux angles, une nouvelle vision de manière de filmer un Grand Prix, tel un film, c'est vachement intéressant. Ça, c'est une longue réforme par contre qui a été entreprise à partir de 1985, l'introduction de la caméra embarquée sur la Renault de François Hainaut au Grand Prix de Nürburgring en 85. Ça en a fait quand même des gros progrès et c'est vachement intéressant. Et là, par contre, là-dessus, je trouve ça vraiment positif par contre de la part de la FIA. C'est l'impression de vivre une expérience. Et c'est le but justement de quand tu regardes un Grand Prix, comme par exemple quand tu regardes le Tour de France, c'est de vivre une expérience comme si tu étais, comme dans un jeu vidéo. Ça par contre c'est intéressant. Liberty Media, j'ai l'impression qu'on n'a pas saisi quelque chose à propos de la Formule 1. Liberty Media, il faut quand même savoir que c'est le groupe propriétaire de TripAdvisor. La Formule 1, ce n'est pas le NASCAR. Ça ne peut pas avoir 36 voire 50 manches comme dans les années 50 pour le NASCAR. 50-60. Le NASCAR dans les 50-60, il faut savoir qu'il y avait plus de 60 manches avec le Grand National. Non, ce n'est pas possible, sachant que le NASCAR, c'est une discipline qui est concentrée uniquement sur les 13 colonies originales des États-Unis, le Middle West, la Californie et l'Arizona. À peu près
un peu plus pour la Bull Series et l'X-Truck, c'est-à-dire un peu plus dans les États-Unis. Là, dans ce cas-là, également le Canada et le Mexique, il y a quelques années, le Japon et l'Australie dans les années 80-90, et l'Europe pour une manche unique en 78. Ici, la Formule 1, ça a toujours été un sport global à travers le monde. Donc, au niveau logistique, le défi serait impossible d'avoir 30 manches. À part si on concentre tout sur l'Europe ou qu'on fait un système de conférence ou par exemple un système de franchise. Mais non, c'est pas là-bas que ça prend pour l'instant la Formule 1. La Formule 1, ça doit rester un sport sur 5 continents. Et pour moi, je suis désolé, j'ai pas envie de voir un Grand Prix à Las Vegas. Le circuit de Las Vegas, c'est un cataclysme quand même. Le circuit original de Las Vegas a quand même été conçu, et il y a donc un livre qui est sorti qui mérite pour être lu l'an dernier, en septembre 2021, sur la relation entre le crime organisé et Bernie Ecclestone dans l'organisation du Grand Prix. Donc voilà, désolé, Las Vegas, tu n'as pas ta place en Formule 1. Moi, je préférerais voir amplement à Long Beach ou voir un Détroit de retour en Formule 1 dans ce championnat. Las Vegas, le nouveau circuit, est encore pire que le circuit des années 80. Le circuit des années 80 au Caesars Palace c'était déjà une énorme vanne. Sans doute le pire circuit avec Sochi et avec Selfek, le premier circuit sur l'aéroport de Selfek en 64, c'est le pire circuit. Ça fait partie des 3 pires circuits de l'histoire de la F1. C'est un circuit qui avait déjà peu d'intérêt, mais alors celui-ci actuellement a encore moins d'intérêt. Je suis désolé, mais pour moi, je n'ai aucun intérêt en tant que personne qui s'intéresse à la F1 depuis plus de 30 ans d'aller mater un truc où des bagnoles vont à 380 entre 4 murs, ou comme à Jeddah, vont se bouffer des rails. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Si c'est ça, on met des courses de stock car aussi à ce moment-là, ce serait plus intéressant. Moi, je préfère aller mettre un grand prix d'autocross avec des mecs qui font exprès de faire des tonnes, c'est plus rigolo. Là, non, là, on a un sport hautement technologique qui se veut la vitrine du sport automobile au niveau mondial et la vitrine notamment de la FIA. Non, désolé les gars. Ces 2 circuits, pour moi, ils auraient par contre plus de place au sein d'une série hivernale, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Par contre, dans une série hivernale de course sprint, pourquoi pas, ils auraient leur place. Pas dans un championnat du monde de course sur 300 km avec 20 à 30 pilotes sur une grille, non, désolé. Par contre, moi je vais nuancer sur ce point-là, un circuit comme Miami, pour moi, oui, Miami, la course n'était pas si mal que ça, on va dire, bon, après, c'est perfectible, mais Miami, c'est un très vieux projet. Miami, c'est un projet, comme je vous avais expliqué, qui date des années 80. C'est Ralph Sanchez, qui était quelqu'un de hautement estimé dans ce milieu automobile américain et hautement estimé également parmi les promoteurs, qui a créé ce circuit à l'époque dans le but de faire connaître sa ville, de donner une nouvelle image à Miami qui était gangrénée par la criminalité, comme on le voit bien dans Miami Vice par exemple comme série. Donc il avait créé ce circuit et c'est un circuit qui s'est maturé très lentement. Bon, après il a été un peu quand même saccagé par Liberty Media, je trouve. L'idée de départ était bien plus intéressante. Et je pense qu'il manque pas grand chose pour l'améliorer. Autre point, moi je pense qu'il serait intéressant, sinon, faire une alternance aux États-Unis. D'ailleurs, moi je serais pour faire une alternance générale sur le championnat du monde de Formule 1. On va dire quelques grands prix qui seraient en alternance. Les bases et quelques grands prix ensuite qu'on mettrait en alternance sur des alternances de 3 et 4 ans. On peut faire une alternance par exemple avec Détroit. Détroit, ils ont récupéré le circuit en ville de Détroit. C'est un circuit, notamment comme explique Martin Brundle dans son ouvrage Working People, qui était fort intéressant, qui était très technique, qui demandait vraiment à un pilote de savoir piloter, parce qu'en fait c'était tellement chaotique que ça devenait très technique. Et c'était un circuit qui était très varié, comme il disait justement, qui était très intéressant, malgré ce qu'en pensaient certains, très intéressant. Moi, notamment, c'est un circuit que j'aime bien aussi, qui était justement un circuit, comme il expliquait, qui révélait tes qualités de pilotage. Parce qu'il disait il faut vraiment savoir piloter, placer ta voiture entre 2 plaques d'égout. Voilà, simplement. Donc bien plus intéressant qu'une merde comme Las Vegas où tu ne demanderas aucune technique de pilotage. Parce qu'en gros, c'est ni plus loin qu'un ovale de vitesse avec une épingle. Voilà. Donc maintenant, place au championnat du monde tel que je le verrais bien, avec donc entre 16 et 22 manches, une majorité en Europe, et ensuite on brode sur 4 autres continents. Suivant. Maintenant, je vais vous préciser le calendrier qui même serait un calendrier idéal. 2 solutions. Une solution à 17 courses. Je reprendrai le calendrier des années 90 et qui était le calendrier également prévisionnel de 192. C'est-à-dire un début de saison en Afrique du Sud, ensuite un passage par le Mexique, le Brésil, ensuite on irait en Europe pour une première partie européenne, Canada, États-Unis,
on finirait la saison européenne, on irait au Japon et en Australie finir la saison. Ou alors, beaucoup plus dans l'air du temps, parce que je pense que ce matin ça va être l'air du temps, 25 manches. Mais 25 manches qui seraient les suivantes. Un début de saison, là où ça a commencé traditionnellement durant très longtemps, l'Australie, pour près de 25 ans. Ensuite, un passage par la Chine, puis un Grand Prix du Pacifique qui serait pour sa première édition à Sepang, qui a été le premier pays, la Malaisie, hors Japon à accueillir un Grand Prix en Asie. Chang en Thaïlande par exemple, on pourrait voir ensuite. Yeongam en Corée. On pourrait également voir le Fuji au Japon et Mandalika au Sentul en Indonésie, pour ce Grand Prix. Ensuite, un autre Grand Prix qui serait un Grand Prix de zone, le Grand Prix du Golfe Persique, qui serait une alternance entre Bahreïn, la Turquie et le Grand Prix des Émirats, mais qui serait à Dubaï, parce que Dubaï est bien plus intéressant que la course de Yas Marina au niveau du tracé. Ensuite, on reviendra en Europe pour un Grand Prix d'Europe, justement, alternance entre Espagne, Nürburgring, l'Azerbaïdjan et Saint-Marin. Après, on ira à Monaco, bien sûr, puisque Monaco, moi je conserve Monaco. C'est un lieu traditionnel de la Formule 1 depuis 1950. Donc les 7 Grands Prix 1950, hors la Suisse, ils y sont dans ce championnat. Le Canada, le Grand Prix des États-Unis Est à Détroit, alternativement avec Miami. Ensuite, le Grand Prix de France, là aussi une alternance entre le Paul Ricard et Manicourt. Le Grand Prix d'Angleterre, là aussi une alternance entre Silverstone et Donington. Le Grand Prix d'Allemagne, bien sûr, à Hockenheim. Le Grand Prix de Hongrie au Hungaroring. Le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Ensuite, le Grand Prix de Belgique à Spa. Le Grand Prix des Pays-Bas de Zandvoort. Le Grand Prix d'Italie à Monza. Le Grand Prix du Portugal pour finir la saison européenne, comme dans les années 90, ici à Portimão. Enfin, on repartirait en Outre-mer pour aller donc d'abord à Singapour, qui pour moi est un des plus beaux circuits urbains à l'heure actuelle. Ensuite, le Japon, à Suzuka. Les États-Unis, à Austin, qui est pour moi la plus grosse réussite en termes de circuit ces 10 dernières années. Le Mexique. Le Grand Prix du Brésil Interlagos. Le Grand Prix d'Argentine, là ici, c'est par une solution. Quelle solution ? Soit reprendre le circuit à Buenos Aires avec une des deux configurations, soit la configuration années 90, soit la configuration classique qui est en cours de réhabilitation. Ou alors sinon pour aller à San Juan Villacum, qui accueille le Superbike, qui est un beau circuit également tout neuf là-bas. Ou alors Rio Termo. Mais Rio Termo, je me pose une réserve par rapport à la Formule 1. Je ne sais pas si la Formule 1 pourrait y aller là-bas. Et enfin, nous terminerons la saison en Afrique du Sud, à Kialami, où longtemps la Formule 1 effectivement a terminé ou a commencé sa saison. Ça permettrait d'être les 5 continents avec, vous voyez, quand même un championnat qui est bien mieux réparti qu'à l'heure actuelle, pas de triple leader à l'arrache, n'importe quoi. Des zones géographiques vraiment clairement définies, une fin de saison dans l'hémisphère sud, afin de bénéficier de bonnes conditions climatiques. Tout ceci d'ailleurs, à titre personnel, irait avec un changement réglementaire qui serait, puisque nous avons 25 manches, les équipes, désormais, elles seraient autorisées à griller 3 jokers en courte saison. Donc, comme dans le championnat, à ce moment-là, simplement, les 11 meilleurs résultats par demi-saison. Donc on peut retrancher 3 résultats qui correspondraient à 3 courses qui seraient supprimées, puisque je vais en venir maintenant aux équipes. Pour moi, je suis quelqu'un qui est né dans les années 80, donc en 86, qui a connu donc gamin la Formule 1 à 26 bagnoles, qui a aussi connu donc en 2010 la réforme de 2010. Et moi je serais donc pour un retour à un nombre d'écuries bien plus conséquent qu'à l'heure actuelle. Franchement, moi un grand problème manuel, je me fais chier. Avec aucun abandon, je me fais chier à titre personnel maintenant. Comme vous l'avez compris, moi je suis favorable à une Formule 1 élargie, à 26, voire 30, 32 voitures. Il y a 2 systèmes. 2 systèmes d'ailleurs censés complémentaires. Donc je vais déjà vous présenter ces 2 systèmes et après je vous présenterai justement le pourquoi du comment. Premier point, moi je suis favorable et je suis totalement favorable, je suis pour la suppression de cette caution de 200 millions qui est une véritable connerie. Il faut quand même se rappeler que Bernie Ecclestone a mis en place un principe similaire aux années 2000 avec une caution de 48. Cette caution de 48 millions a failli tuer la Formule 1. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2009, il y a eu un nouvel appel d'offres parce qu'on était quand même tombé en 2004, intersaison 2005, avec quasiment 16 voitures, puisque des écuries étaient en grosse difficulté et menaçaient de ne pas prendre part à la saison. Jordan et Minardi. Dans ce cas-là, il y aurait eu 3 voitures par écurie. Juste pour signaler le contexte de cette réforme de 2010,
qui pour moi avait été vachement intéressante, justement, avait un peu relancé tout ça. Bon, après, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu plein de choses qui n'ont pas été faites. Justement, le salary cap n'a pas été tenu. Et là aussi, je suis pour un renforcement très fort du salary cap. Je peux un salary cap à 100 millions en F1. Avec, par contre, pour le coup, justement des pièces en open source. Et je vais même pousser ça, justement. Voilà, premier point, plus fort. Moi, je suis favorable à l'introduction du châssis client en Formule 1. Pourquoi pas, pour une nouvelle écurie voulant entrer, demander soit à 3 prestataires qui seraient choisis, qui seraient pour moi le plus logique, Dallara, qui fournit déjà As, Ligier, avec son expérience, parce que Ligier Automobile qui produit les LMP2, c'est une fusion entre Saulnier et Ligier. Donc ce sont quand même des gens qui ont 40 ans à peu près dans le métier. Et DOM, par exemple, au Japon, qui sont des gens qui ont fait de la Formule 1 pour faire une voiture essai pour Bridgestone dans les années 90, donc ils savent ce que c'est qu'une Formule 1, et qui fournissent notamment le Nippon, des gens qui s'y connaissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réel intérêt. On voit Andretti, par exemple, qui veut se lancer en Formule 1. Il y a également Calvin Lowe, qui est un Hongkongais, qui veut se lancer en Formule 1 également. Nous avons également une manifestation de très longue date de la part de Prema et RT. Prema et RT, ça doit faire 15 ans, 20 ans qu'ils veulent se lancer en Formule 1. Pourquoi pas leur permettre de se lancer en Formule 1 ? Prema, ils ont largement le niveau, ils éclatent la F2 chaque année. Pourquoi ils ne passeraient pas en Formule 1 maintenant ? Via, comme je vous expliquais, un système, pourquoi pas, de châssis client. Donc, ils iraient se fournir chez ces gens-là, ou alors ils préfèrent que leur propre châssis, ou alors, troisième solution, aller racheter le châssis d'une des écuries classées entre 5 et 10 ou 11 du championnat du monde, pour ce qu'on appelle uniquement la partie corps de châssis, c'est-à-dire le bodywork en modifiant l'aileron, avant-arrière, les pièces de suspension et diverses autres pièces. Donc, ainsi, comme ça, ils n'auraient pas le châssis à faire, ils auraient déjà un châssis et ça permettrait de revendre les châssis des années précédentes et de générer de l'argent également aux écuries, voilà, déjà existantes. Qui ainsi, comme ça, on pourrait faire des roulements, justement, ça permettrait de s'entraider. Également avec l'open source, c'est-à-dire que voilà, l'open source, je veux fabriquer une pièce, donc les écuries elles le mettent sur une base de données, on rachète cette pièce et on peut la refabriquer. Il y a imprimante en 3D ou on la refabriquer par ses propres moyens. Sinon, on peut faire une règle type CRT, c'est-à-dire que si jamais par exemple une écurie va acheter une boîte de vitesse à une autre écurie, elle lui achète seulement un certain prix. Par exemple, on va fixer le prix de la boîte de vitesse à 200 000 € à peu près pour la Formule 1 actuelle. L'électronique, on va le fixer à 100 000 €. Le moteur, par contre, on ne touche pas au moteur. Comme j'expliquais le châssis, par exemple, on a un prix pour un châssis à 1 million à peu près. Ce serait intéressant. Ça permettrait de relancer, de faire baisser les coûts fortement, justement de rentrer dans le salary cap au passage, de diminuer les RD également, comme j'expliquais précédemment, de permettre également de mettre pas mal de pilotes. Moi, je pense que comme ça, par exemple, un Herta, même un Ricciardo à l'heure actuelle, par exemple, un Hülkenberg n'aurait pas besoin de signer chez Haas. Un Mick Schumacher peut se maintenir en Formule 1. On va permettre de maintenir des pilotes qui auraient sa place. Même Nicolas Latifi, par exemple, permettrait aussi des gens, par exemple, de Penske, par exemple, ou de Chip Ganassi, des Américains. Justement, les Américains qui s'intéressaient à la Formule 1 de venir en Formule 1. Et justement, là aussi, un processus amélioré, comme je n'ai pas les 200 millions, mais un processus tout aussi sélectif sur le plan de vue sportif, pour le coup. Ces écuries viendraient courir dans un premier temps, soit sur la série hivernale sprint, comme je vous ai expliqué précédemment, soit viendraient participer à 4-5 manches sur lesquelles elles seraient évaluées. Et à ce moment-là, elles auraient l'aval de la FIA ou pas pour s'engager en Formule 1. Donc maintenant, on va passer justement à un complément essentiel à ce moment-là, la motorisation. Comment je verrais bien en Formule 1. Pour aller de pair avec cette réforme donc des écuries, il faut donc une motorisation. Ici, 2 types de motorisation que je proposerai, toujours basées sur le turbo, une hybride, une non hybride. Une motorisation hybride, donc classique, une motorisation non hybride, qui serait avec une équivalence de 3 litres à 5 litres, plutôt une 3 litres 5, je pense, plutôt, qui, pour le moment, serait un biocarburant, mais je pense dériverait vers l'hydrogène. Cette optique, Ford serait intéressé, je pense, via Cosworth. Stellantis également, via par exemple Alfa ou Peugeot, serait intéressé. Lamborghini également, qui est membre du groupe Volkswagen, je pense aussi. Les constructeurs japonais, je pense, pourraient manifester de l'intérêt. Voire des gens indépendants comme John Jett, par exemple, ou Zytec, qui pourraient effectivement également
venir en Formule 1 via des moteurs, même je pense, qui pourraient même être fabriqués par les constructeurs eux-mêmes avec des systèmes d'impression 3D, ce qui existe déjà et ce qui est possible de réaliser, par la reprise d'une licence, comme l'a fait Red Bull avec Honda. Je pense d'ailleurs dans ce cas optique ça réduirait les coûts également, et ça permettrait surtout d'ouvrir encore plus, puisque c'est un des principaux freins. À l'heure actuelle, il faut quand même être lié à un motoriste, à des 4 motoristes en Formule 1, pour venir. Et c'est très compliqué, puisqu'ils sont tous bookés. Honda ne veut pas fournir, Mercedes ne veut pas fournir, Renault ne veut pas fournir, et Ferrari n'en parlons même pas. Ça complique le tout, et là justement ce système permettrait de faire venir davantage de personnes vers la Formule 1, je pense. Et offrirait également une motorisation moins chère avec cette motorisation biocarburant. Interviendrait également dans ce cadre-là un changement de paradigme au niveau réglementation moteur. Pour moi, 3 moteurs par saison puis 10 places de pénalité, c'est ridicule. Ces pénalités depuis 20 ans, et sur leur introduction, face au championnat du monde. Donc pour moi ça serait beaucoup plus simple, 8 moteurs pour la saison, en totalité. Si jamais vous fabriquez un 9e moteur en cas de force majeure, c'est 5 millions de retranchés sur le salary cap. C'est dissuasif, au moins ça t'oblige à faire un moteur fiable, et pour autant on n'aurait pas des moteurs à la fiabilité telle que ma voiture. C'est ridicule. Un moteur de Formule 1 ça doit rester un moteur de compétition. Donc avec des aléas, parce que je suis désolé, des courses avec 0 abandon c'est quand même ridicule. Et ainsi également, pour moi, un changement au niveau électronique. Une électronique unique fournie par Bosch et Magneti Marelli à l'ensemble des équipes et une cartographie moteur unique fournie par la FIA avant chaque Grand Prix et 3 spécifications pour les moteurs pour la saison. Rapide, moyen et lent. Et les pièces bien sûr gelées et en open source comme je l'expliquais précédemment. Donc maintenant on va intervenir sur la réglementation et la promotion pour conclure cette vidéo. Allant de pair avec ce que je me proposais précédemment, une réforme de la Formule 2. La Formule 2, pour moi, elle a perdu son importance. Et ça, c'est une chose problématique qui est cyclique. Tous les 20 ans, à peu près, le championnat de promotion de la Formule 1, il connaît une crise. Et là, on est en plein dedans. Quand on voit le niveau du championnat 2022 et depuis 3-4 ans, ce championnat, il ne fait plus son rôle d'alimentation de la Formule 1. Quand on voit que Nick De Vries a dû attendre 4 ans alors que c'était un vrai talent, Mick Schumacher s'est fracassé alors que lui aussi c'est un talent, que la plupart des anciens champions de GP2 se sont fracassés, ne sont pas arrivés en Formule 1 ou se sont fracassés les dents, il y a un vrai problème. Pour moi, le problème, c'est que surtout, il y a vraiment une marche entre les deux championnats. Contrairement à l'Indy où tu as pas trop de marche, là, tu as vraiment une marche. On passe de voitures de 620 à 1000 chevaux. Il y a beaucoup plus d'électronique dans une F1. C'est complexe à comprendre pour un pilote qui arrive. Donc, il faudrait vraiment que cette formule qui est l'université avant d'accéder au marché de l'emploi, qui est la Formule 1, reprenne son rôle. Donc, pour cela, moi, je vous propose une solution suivante. 2 châssis aux mêmes spécifications et concurrents pour donner un peu plus de compétition dans ce domaine-là, peut-être un peu plus d'innovation entre les gens. La même motorisation que la seconde motorisation que je viens de vous proposer, c'est-à-dire un moteur 3,5 litres bioéthanol turbo sans hybride, avec une puissance portée à 800 chevaux. Donc comme ça, nous aurions une puissance qui serait proche de la F1, ce qui diminuerait ce saut. Et ce qui donnerait d'ailleurs également des voitures qui seraient facilement adaptables en Formule 1, puisque le châssis serait proche de celui-ci d'une Formule 1, ce qui permet, par exemple, une écurie comme ART, qui depuis très longtemps veut venir à la Formule 1, de venir à la Formule 1. C'est d'ailleurs le cas de nombreuses écuries à l'heure actuelle en Formule 1, qui sont des anciennes écuries de Formule 2 ou de Formule 3000, qui sont venues à la Formule 1. Ça, on l'a cassé, cette chose-là. Maintenant, justement, ça permettrait de recréer ça, par un châssis très facilement adaptable, ce qui permettrait à ces écuries de pouvoir franchir le pas rapidement. Et donc d'augmenter mécaniquement le nombre de participants en F1. Ensuite, le calendrier et les circuits. Depuis 1998, Formule 3000 plus Formule 2 et GP2 est assimilé à la F1, c'est-à-dire qu'en fait tous les week-ends, en fait, c'est une course de support. Ça a fait beaucoup de mal à cette discipline. Pourquoi on avait fait ça? C'est parce qu'en fait la Formule 2 elle est en train de crever à l'époque par son calendrier totalement indépendant, par faute de médiatisation. Moi je constate qu'on a toujours autant ce problème dans un championnat qui était hybride. On aurait plus de médiatisation. C'est-à-dire que moi je propose, au lieu de mettre 3 manches par week-end ou 2 manches par week-end, on n'en met qu'une seule. On fait 17 manches. On met un certain nombre de manches en support de la Formule 1, Monaco, Silverstone par exemple. On peut mettre le début de saison en Australie. En fin de saison, on peut mettre le Brésil. Moi je proposerais de finir la saison à Macao, par exemple. Ça ferait un main event à Macao.
devait être le Grand Prix de Pau, qui est un Grand Prix très important, qui a longtemps été un Grand Prix phare en Formule 3000 et en Formule 2. Et d'utiliser des pistes qui sont plus utilisées en Formule 1. Par exemple, on pourrait aller faire un tour en France, justement à Manicourt par exemple. Manicourt, on pourrait faire une manche en Allemagne, ça permettrait de redonner un peu d'importance à ces circuits. Et également, tester des pistes qui voudraient rentrer en Formule 1, on pourrait faire une étape obligatoire avec les courses sprint, comme je l'ai expliqué juste avant. Voilà. Et je pense que ça donnerait effectivement une vraie importance en championnat, et ça lui redonnerait ce que c'est que ce championnat, c'est-à-dire un championnat d'accès réel à la Formule 1, puisque c'est le dernier échelon selon la pyramide des FIA, avant l'accès à la Formule 1. Et c'est ce qui vaut le plus de points au premier de la super licence, hormis la Formule 1. Donc il faut vraiment lui redonner cette importance à ce championnat. Et moi, je trouve qu'elle a plus cette importance. Et là maintenant, on va venir à la super licence, et justement, on va revenir encore du problème. Pourquoi Colton Herta, qui est un très bon pilote, ou un Nick de Vries, n'ont pas eu leur super licence, alors qu'une espèce de gland fini comme Nikita Mazepin l'a eu. Moi, la super licence nécessite une réforme nécessaire. Elle a été réformée en 2016, mais peut-être qu'à l'époque, en fait, on s'est un petit peu quand même emmêlé les pinceaux. On est quand même arrivé à un cas quand même où on a promu un Nikita Mazepin en Formule 1, mais pas un Colton Herta. Ça pose vraiment question. Nikita Mazepin, c'est tout simplement le pire pilote, et je réétudié ce matin les palmarès des pilotes des fonds de gris, vu depuis 1 million d'années. Littéralement, c'est peut-être un top 3 des pires pilotes vus en F1. Mazepin. Il est pour dire quand même plus mauvais qu'un Taki Inoue, quand même, ou plus mauvais qu'un Ricardo Rosset. Ricardo Rosset avait quand même terminé 2ème de la Formule 3000 à l'époque. Terzo Marquez, par exemple, pour un autre pilote de fond de grille, Terzo Marquez, il a été avant Théo Pourchaire le plus jeune pilote à remporter une course en Formule 3000, Formule 2. C'est tout simplement pour situer. Mazepin, c'est juste un mec, on ne sait pas comment il a fait pour venir. Il a acheté ses points, je pense, parce qu'il avait juste simplement un niveau qui était juste honteux. Alors que Herta, de son côté, c'était le fils d'un bon pilote qui a remporté dans plusieurs disciplines. Il a une vraie culture du sport auto. Il est doué comme gars. Il faut lui laisser sa chance. La super licence, à l'origine, a été créée en 1984, notamment suite à un incident resté célèbre entre Keke Rosberg et un pilote payant, Ricardo Londonbridge, qui avait été recruté par l'équipe Ensign à court d'argent. Londonbridge, pilote colombien soutenu par le cartel de Pablo Escobar Medellín, était quand même pilote pas si mauvais que ça, donc qui était arrivé en Formule 1, mais qui en fait a fait sortir Keke Rosberg de la piste. Grosse gueulante de Rosberg, je ne veux plus jamais voir ce genre de pilote sur piste, parce qu'effectivement, dans les années 70, on avait des pilotes qui n'avaient pas du tout le niveau qui venaient, et à cette époque, on avait des pilotes qui venaient du championnat Aurora, c'est-à-dire le championnat anglais de Formule 1, qui eux aussi, pour certains, n'avaient pas le niveau. Donc il fallait faire un écrémage. Cette super licence, ça servait de premier écrémage. Et malheureusement, en fait, au fil du temps, cette super licence, elle a plus joué son rôle. Puisque par exemple, si vous voyez Fulvio Balabio, vous avez vu, Balabio, c'était un pilote qui avait marqué des points en Formule 2 et qui s'est retrouvé refusé tout simplement parce qu'il avait été sponsorisé par Mickey. Ou, comme vous voyez les images ici, Tom Coronel, excellent pilote néerlandais, très bon ami de Max Verstappen. En fait, le projet de la Rose en 2000, c'était de faire une équipe néerlandaise avec Tom Coronel et Jos Verstappen. Seulement, ses sponsors se sont retirés, pour certains, et donc il n'a pas pu arriver. Et justement, la super licence, elle a été conditionnée par ça, au fil du temps, par les sponsors, qui parfois te donnaient une super licence, comme Taki Inoue par exemple, qui était tellement richement doté qu'on lui a donné une super licence alors qu'il n'avait pas le niveau. Simplement. Ou alors par des conflits politiques, comme celui-ci entre Bernie Ecclestone et Chris Spook, c'est-à-dire le CRT aux États-Unis, suite au retrait de Long Beach du championnat du monde de Formule 1 et du circuit Las Vegas, qui a causé une très longue guerre entre les deux championnats. Avec comme fâcheuse conséquence que les pilotes américains se retrouvent refusés de licence. Première vraie victime de ce conflit, Rick Mears. Rick Mears a eu le malheur de refuser en 81 un volant chez Brabham. Bernie Ecclestone lui fera payer toute sa carrière. Au moment notamment où Rose voudra le recruter, par exemple, il lui refusera la super licence. Autre pilote qui sera victime de cette politique, Hollenzer Jr. en 1992, qui aurait dû piloter en 1992. On pourra également citer Michael Andretti, qui aurait dû piloter dès 86, mais lui aussi sera refusé la super licence. Ainsi que des pilotes comme Gilles Deferrand, par exemple, Paul Tracy, Robbie Gordon en 1995 chez Ligier, Kenny Breck, Gilmour également. Donc, de nombreux pilotes passés par le championnat, notamment nord-américains, qui se verront refuser la super licence uniquement parce qu'ils couraient en CRT. Et même pour aller plus loin, Bernie Ecclestone aidera à la création du championnat IRL en réaction pour s'opposer au CRT. Pour moi, 3 voies pour accéder à la F1. La première voie, plus de 40 points, plus de 18 ans, avoir son permis de conduire
avoir réussi l'examen théorique et avoir une licence de degré A, c'est-à-dire la voie classique. Je me pose un problème. L'IndyCar, c'est un championnat plus expérimenté, plus complet, donc il devrait être à égalité, au niveau au moins des 3 premiers, avec le championnat F2. Parce qu'un championnat F2, c'est un championnat de jeunes. Alors que là, vous avez des gens qui sont complets, qui sont capables de conduire à la fois sur un circuit routier, avec peu d'appui, Indianapolis à près de 400 km/h, et sur un circuit urbain, qui sont souvent ici bien plus complexes que nous en Europe. Donc nous avons des pilotes mieux formés et plus complets qu'en Europe, ici aurait été. Donc ces deux championnats doivent être à égalité. Ici, donc maintenant, on va venir à la seconde voie, la voie des pilotes d'essai. Et celle des courses sprint, comme je vous expliquais précédemment. Une seconde voie qui serait, justement, par rapport à ce que je vous ai expliqué par rapport aux courses sprint. Avoir effectué 3 courses sprint durant l'hiver, y avoir au moins marqué 1 point, avoir plus de 18 ans, et avoir le permis, et avoir reçu l'examen théorique. Ensuite, mener 300 km supplémentaires au sein de la voiture. Et enfin, une quatrième voie, celle du pilote d'essai. Je fais 2 ans comme pilote d'essai au sein d'une écurie. J'ai mon permis, j'ai plus de 18 ans et je réussis l'examen théorique. Et à ce moment-là, je peux prétendre à rentrer en Formule 1. Puisque se posera le problème si on monte à 30 voitures en Formule 1 du nombre de pilotes. Quand cette année on voit tout le mal que les écuries ont eu pour 2023 à recruter des pilotes et en leur super licence, ça prouve bien que la super licence, les critères ont été soit beaucoup trop élevés, soit mal pensés. Donc, il faut nécessairement réformer cela. Pour finir cette vidéo, maintenant, on va aborder 3 points clés du règlement sportif. L'aspect et le futur économique et sportif de la F1, le déroulement d'une course, et enfin, on terminera par les pénalités pour terminer cette heure de vidéo, de podcast. Comme vous avez compris, la vidéo va faire 1 heure, c'est-à-dire que j'ai décidé de vous faire 1 heure, d'où le nom de la vidéo. La FIA aurait-elle perdu le contrôle sans jouer? La FIA, qui longtemps, via les accords Concorde, a co-géré le championnat du monde de Formule 1 en le reconnaissant, puisque le championnat du monde de Formule 1 est le plus haut niveau des championnats FIA, au même titre que le WRC, en partie le WEC. Le WEC, on va y revenir, c'est un cas particulier. Nous avions jusqu'à cette année le WTCR, mais qui a sombré, devenant le TCR World Tour. Nous avons également donc la Formule E, et une trentaine de championnats, dont le championnat de Dragster, dont on reparlera un petit peu plus tard, qui est co-organisé avec NHRA. Nous avons un championnat qui, pendant longtemps, est organisé directement par la FIA. La FOCA, elle s'occupait des intérêts commerciaux et elle ne débordait pas sur autre chose que le sportif. Sauf que depuis la reprise par Liberty Media en 2017, suite au départ de Bernie Ecclestone, il semble que la FOCA ait décidé elle-même d'organiser le championnat du monde, ce qui contrevient même aux accords Concorde. On le voit d'ailleurs à l'heure actuelle avec Ben Sulayem qui s'oppose de manière assez intelligente à Dominicali sur sa future vision de la Formule 1, puisque lui il voudrait une extension éventuellement jusqu'à 13-14 équipes. Dominicali, lui, veut une ligue fermée. Ligue fermée, pour moi, mauvaise idée. Automobile en ligue fermée, ça ne fonctionne pas. Le CRT et la Super League Formula qui fonctionnaient selon ce principe n'ont jamais fonctionné. Au bout d'un moment, ils se sont vautrés. Le CRT, ça a fonctionné parce que justement, il y avait un appel. C'est un championnat qui était attrayant, qui donnait envie, mais il est arrivé à la fin des années 90, une fois que le Nasdaq s'est effondré, en fait, le championnat il s'est retrouvé privé d'argent. Ensuite, il a enchaîné les erreurs en tentant de sauver ça, et il s'est effondré. Et c'est ce qui arrivera à la Formule 1 si elle suit ce schéma. Sachant que les 200 millions, en fait, ça parle de ce principe. Ça parle d'un principe de franchise. Donc désormais, en fait, si on écoute Dominicali, on voudrait faire un système de franchise en Formule 1. C'est-à-dire qu'il y aurait 10 équipes, donc 10 franchises, avec un prix qui serait fixé. Il veut monter ce prix à 600 millions, si on en je crois à Mark Limarer. 600 millions, mais nous sommes très loin du football américain ou du basketball, où c'est, en termes de valeur, 7 milliards pour les Golden State ou pour les Rams, tous deux à Los Angeles. Avantage de la franchise, vous faites une saison comme les Buccaneers en 76 en perdant tous vos matchs de l'année, vous ne descendrez pas. Il vous suffira de revendre la franchise. La F1, elle fonctionne comme le sport collectif ou comme en sport le cyclisme, selon un système de montée-descente. C'est-à-dire que sportivement, économiquement, stratégiquement, si vous êtes mauvais, vous disparaissez ou vous retournez dans les formules de promotion. Par exemple, l'exemple de Manor ou de Colony, qui eux ont pris le choix de descendre dans les formules de promotion F1 ou AGS, qui a créé une franchise de stage Formule 1, pour ceux qui ont le mieux réussi après. En fait, l'avantage de la franchise, c'est que par exemple, une équipe comme Toyota aurait été sauvée. Il suffit simplement de revendre, vous avez une plus-value. Toyota, c'est un très bon exemple, puisque Toyota et BMW dans les années 2000, ils étaient arrivés à un moment où il fallait payer 48 millions pour intégrer la Formule 1,
Toyota avait payé une pénalité parce qu'il y a eu un en retard, donc 60 millions. Ils ont mis 400 millions par an, et pourtant ils n'ont jamais gagné. Ils se sont vautrés misérablement parce qu'en fait Toyota, stratégiquement, c'était une véritable catastrophe. C'est un contre-exemple. En fait, tout était décidé via un système qui s'appelait les 14 voies, qui était décidé donc par le président de Toyota, donc le PDG de Toyota, avec le CA de Toyota au Japon. Ils ont mis ça en Allemagne. Et si ça fonctionnait pas, les pilotes sautaient, les ingés sautaient, mais eux ils se remettaient jamais en question. Si bien que cette écurie n'a jamais progressé. BMW c'est encore pire, ils ont gagné une victoire avec un coup de peau, mais BMW, heureusement que Peter Sauber a repris l'équipe, sinon ils auraient connu le même sort que Toyota. Toyota, avec une franchise, il leur aurait suffi de revendre l'équipe, tout simplement, et ils auraient une grosse plus-value en prime. Donc pour en revenir au type de système, ici on a 3 types de systèmes en sport automobile. On a donc le système classique en ouvert, la Formule 1 par exemple, qui fonctionne en ouvert, la Formule 2 qui fonctionne en ouvert, avec un certain nombre d'équipes. Le WEC fonctionne sur un schéma légèrement différent. Donc lui, le WEC fonctionne sur une co-organisation entre l'ACO IMSA et la FIA. La FIA va édicter les règles sportives qui seront complétées par ACO et par l'IMSA. Les règles techniques sont communes à l'IMSA et ACO. Et ensuite, le commercial, lui, est géré par ACO. Et enfin, un dernier système, le système de la charte. Donc la charte, c'est une espèce de franchise qui gère les championnats américains, puisque donc les championnats américains ne dépendent pas directement de la FIA, eux ils sont dépendants de ce qu'on appelle l'ECUS, dont je vous détaillerai ensuite ce que c'est. Donc l'ECUS c'est un organisme parapluie. Donc les deux championnats majeurs de l'ECUS, c'est-à-dire le NASCAR et l'Indy, eux fonctionnent selon des chartes. Ce qu'on appelle le Leading Circle en Indy et l'American Racing Chart en NASCAR. En NASCAR, donc on a 36 équipes sur toute l'année, et on a ensuite donc les horaires partiels, c'est des équipes comme Hülkenberg, par exemple l'équipe de Jacques Villeneuve, qui va courir quelques courses, notamment les circuits routiers. On a une équipe allemande, par exemple, cette année également, qui viennent du Williams Series, dans le championnat principal. En Indy, ça se passe un petit peu différemment, on a 10 équipes, et ces 10 équipes, en fait, il y a 2 équipes qui viennent s'y joindre, ou 3 équipes, selon les années, à l'Indy 500, et donc ces équipes, elles vont faire courir un nombre irrégulier de voitures. Là aussi, c'est une particularité par rapport à nous en Europe. En fait, le nombre de voitures n'est pas régulier. Il y a des équipes qui ont engagé une voiture, les plus petites, ou d'autres voitures qui ont engagé jusqu'à 7-8 équipes. Par exemple, Hendrick en NASCAR va engager jusqu'à 7-8 équipes. 7-8 voitures. Voire équipes. Par exemple, Andretti, ils ont 4 équipes au sein de l'équipe. Chip Ganassi, pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend du sponsor. Donc, c'est un système qui est bien plus complexe que chez nous, et je pense que c'est le système vers lequel la Formule 1 devrait tendre, pour moi. Plus qu'un système par franchise. L'ECUS est ce qu'on appelle un organisme parapluie, c'est-à-dire un organisme qui sert à représenter. Donc ainsi, il regroupe les 6 principales organisations américaines, c'est-à-dire le NASCAR qui organise le stock car, l'Indy qui organise la monoplace, l'USEC et la SCCA qui délivrent des commissaires de piste et qui organisent les épreuves mineures en Amérique du Nord, mais également la sprint car par exemple, la NHRA qui au niveau mondial organise le dragster, et enfin, l'IMSA, qui partie justement de cette adhésion à la FIA, ils ont l'autorisation d'avoir une licence A pour l'Indy et une licence B pour le NASCAR, ce qui leur permet d'aller courir par exemple en Xfinity, au Canada ou au Mexique. Et également d'aller pouvoir aller courir en Williams Series en Europe pour le NASCAR et en Indy, d'aller courir à l'international ou pourquoi pas d'avoir l'accès à la Formule 1 pour les meilleurs concurrents. Ou pour les pilotes de Formule 1 de venir courir en Indy. Et également, ils ont récupéré il y a peu l'homologation des championnats historiques, c'est-à-dire que désormais les championnats du monde historiques et l'homologation des véhicules historiques est réalisée par le NASCAR via le nouveau laboratoire qu'ils ont créé en 2002. C'est un laboratoire au top de la technologie qui sert à la FIA à homologuer un certain nombre de pièces. Puisqu'il sert notamment à homologuer le châssis du NASCAR et de l'Indy qui est construit par Dallara en Italie, homologué donc justement par ce laboratoire. Également des pièces pour la Formule 1. Tester des nouvelles solutions, par exemple le SAFER a été testé là-bas. Et donc, ce qui me fait dire que je pense que la F1 va, d'ici quelques années, avec la FOM, faire ce qu'on appelle une sanction. C'est-à-dire qu'ils auront uniquement une signature de la FIA en bas du livre de règles qui sera écrit par leur propre juriste à la FOM, et le championnat sera organisé par la FOM sans l'appui de la FIA. Donc c'est-à-dire que ça deviendra comme le championnat d'Indy, indépendant,
où il y aura juste uniquement à poser le nom FIA. Ce sera juste un nom, ce sera juste un naming en fait. Voilà. Et on en prend tout droit le chemin. Et notamment, vous allez voir, par les procédures de course qui sont décidées à l'arrache, comme les pénalités à l'arrache, au petit bonheur de la chance, directement par M. Domenicali et par Liberty Media, uniquement afin, on ne sait pas de faire quoi. Et dire que durant très longtemps, la procédure d'arrêt de course était une chose très simple. Il y a 50 ans, Roger Williamson rôtit tranquillement dans sa voiture sans que les commissaires sortent un drapeau rouge. Et suite à cet accident, on a décidé donc de créer cette procédure d'arrêt de course qui est longtemps restée la même, jusqu'à ces dernières années, et que Liberty Media donc décide de modifier tout cela, depuis l'année dernière. Durant très longtemps, en fait, la procédure de course était quelque chose d'extrêmement simple. Une demi-heure avant le départ, jusqu'à 15 minutes, les pilotes allaient se placer, sauf qu'à contraire, ou quelqu'un pouvait faire ce qu'on appelle, et ce qui a eu lieu cette année à Monaco, une séance d'acclimatation. 4-5 tours de mise en grille, effectivement, supplémentaires, octroyés aux pilotes pour qu'ils puissent vérifier et faire régler leur voiture, en cas de changement brutal. Donc, entre un quart d'heure et 10 minutes, on évacue la grille. Les pilotes n'ont plus le droit de partir des stands à ce moment-là. D'évacuer de ses invités, des membres de fédération, des journalistes et éventuellement des membres de famille. Les pilotes commencent à se sangler à bord. Entre 5 et 10 minutes, les pilotes se sanglent à bord. Les ingénieurs font la dernière vérification. On n'a plus le droit de ravitailler la voiture, de faire les niveaux. 5 minutes avant, on départ le moteur. 1 minute avant le départ, les ingénieurs, les mécanos se retirent, enlèvent les couvertures chauffantes. Les voitures sont prêtes pour le tour de formation, qui peut être annulé dans deux cas, soit si on délaye le départ, comme ce qui est arrivé au Grand Prix du Japon cette année et Monaco, donc en intempérie brutale. Donc à ce moment-là, on met un panneau 10 minutes rouge pour dire au pilote le départ est délayé, et avant de reprendre le nouveau départ, 10 minutes avant, on met un panneau vert à ce moment-là. Ou alors départ sous safety car. Départ sous safety car, le départ ne donne lieu à aucun tour de formation. Dans tour de formation, si un pilote sort, il peut reprendre sa place, mais la plupart du temps, il va partir derrière. Ensuite, si au moment du départ un pilote cale ou provoque un faux départ, on allume les feux oranges, ceci depuis 1982. La course est relancée pour un tour de formation supplémentaire, les pilotes viennent se replacer, ce tour est retiré. Mais si la course est lancée et qu'un accident survient au premier virage, ou dans les 2 premiers tours, à ce moment-là on peut brandir un drapeau rouge ou envoyer une safety car depuis 1993 pour neutraliser ou arrêter l'épreuve si la course est arrêtée. 2 cas. La course peut reprendre à ce moment-là. Nouvelle procédure de 20 minutes. On peut réparer les voitures. Les pilotes jusqu'en 2002 pouvaient changer de voiture. Les pilotes, à ce moment, s'ils réparent, soit on répare sur la grille si c'est des petits éléments, sinon on répare dans les stands. Les pilotes prennent le départ des stands. La grille n'est pas modifiée, c'est-à-dire que la grille, c'est le classement des qualifications qui prévaut. Et si jamais le Grand Prix ne peut pas reprendre, c'est comme si la course n'avait jamais eu lieu. C'est qui est arrivé plusieurs fois en MotoGP, notamment en 2011, quand Marco Simoncelli s'est tué, et en 2018 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais jamais en Formule 1. La course peut être éventuellement reportée dans ce cas-là d'ailleurs. Ça donnerait lieu à un nouveau Grand Prix. Tout à 75% de distance. Demi-attribution des points, course courue en 2 manches. Durant très longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la course, on additionnait les temps et on retirait 3 tours sur seconde manche. Et donc, ça, effectivement, ça a été aboli en 2000. En 2000, on a décidé que le chrono désormais devait continuer, que le Grand Prix ferait 4 heures maximum et 3 heures effectives de course, c'est-à-dire grand maximum. C'est-à-dire qu'une course, en gros, entre le moment où on déclenche le compteur et la fin, elle ne peut pas faire plus de 3 heures. La manche première, elle, par contre, elle compte pas maintenant. La seconde, on comptera que pour le classement, que pour la seconde manche. Donc vous comprenez, ça commence à devenir déjà un peu complexe. Autre subtilité qui est apparue dans les années 2010, une course au-delà de 75%, pendant très longtemps, elle n'était pas poursuivie. Là, elle devenait poursuivie. Et donc, on attribuait seulement la moitié des points si jamais elle était définitivement arrêtée, comme par exemple le Grand Prix de Malaisie pour les plus jeunes qui ont connu en 2011, ou pour les vieux comme moi, le Grand Prix d'Australie en 91, qui a longtemps été le Grand Prix le plus court d'histoire de la F1. Seulement 14 tours parcourus. Plus de 75% de la distance, comme vous l'aurez compris, on considérait que le Grand Prix était terminé, c'est-à-dire ce qui est par exemple arrivé il y a 20 ans, lorsque Giancarlo Fisichella, qui vient de fêter son demi-siècle, a remporté sa première victoire. En fait, Fernando Alonso avait pulvérisé un poste de commissaire avec sa voiture, suite en fait à la percussion d'un débris de l'accident de Mark Webber. Donc la totalité d'attribution des points, dans ce cas-là, c'est comme si le Grand Prix s'était terminé. Mais, en fait, la FOM a décidé que pour des raisons de spectacle et de incompréhension générale d'une personne non surdiplômée en mathématiques, on allait changer cette procédure pour une procédure beaucoup plus américaine, c'est-à-dire beaucoup plus comme un NASCAR, donc une procédure par segment.
Donc maintenant, entre 2 tours et 25% du Grand Prix seul, les 5 premiers marquent des points, c'est 6, 4, 2, 1. Si jamais la course ne peut pas être reprise, si la course peut être reprise, à ce moment-là, on rentre sur un second segment, entre 25 et 50% demi-attribution des points, entre 50 et 75% des points, c'est-à-dire jusqu'à 3 quarts du Grand Prix, c'est 19, 15, 13, puis barème normal pour les 10 premiers. Ensuite, si c'est plus de 75%, et là désormais maintenant Liberty Media veut que nous reprenons les Grands Prix alors que c'était pas du tout dans les mœurs. C'est arrivé au Grand Prix de Monaco en 2011 quand on reprend le Grand Prix après l'interruption, et c'est aussi arrivé effectivement lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2021, mais normalement on a arrêté les Grands Prix définitivement. Désormais, également, tous les tours derrière le safety car en cas d'interruption de la course après le second tour sont décomptés de l'épreuve, ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'année dernière. Ça, c'est pour éviter les cas comme le Grand Prix de Belgique l'année dernière. Par contre, chose qui ne change pas, sur la grille de départ, même la moindre petite réparation, c'est-à-dire changement de pneus, si vous refaites vos niveaux d'huile, d'essence, de liquide de frein, que vous changez un aileron, que vous refaites des réparations sur votre voiture, c'est départ des stands ou départ du fond de la grille. Ça a toujours été le cas, ça reste le cas. Si vous réparez votre voiture en dehors de la pré-grille, c'est disqualification. Donc des cas comme Hunt en 76, ce sera toujours pareil. Et enfin, la pré-grille, elle disparaît en faveur d'un nouveau départ des stands. Désormais, maintenant, les voitures viennent se ranger dans les stands et non plus sur la pré-grille comme avant. Maintenant, on va passer sur un dernier point. Sans doute, je pense, celui-ci sur lequel on va être le plus d'accord, les pénalités à l'heure actuelle en Formule 1, c'est vraiment littéralement fait à la tête du client. Les pénalités en Formule 1 seraient-elles devenues aussi logiques et compréhensibles qu'un match de baseball pour nous Européens? Pendant longtemps, les pénalités n'étaient au nombre simplement que de 3. Le refus d'inscription à une course, l'exclusion au drapeau noir en essai ou en course et la minute de pénalité pour départ anticipé. Le refus d'inscription, je prends un exemple débile par exemple, en 1974, à Rarama, la REFC change de président et à ce moment-là, le prince Bagration et Silvio Moser se retrouvent exclus du Grand Prix pour l'un et inscrits alors qu'il est mort pour l'autre. On a également le premier cas d'exclusion d'un Grand Prix en 1951 pour ces raisons. Ensuite, l'exclusion aux essais. Un exemple débile, Bobby Unser, 1968, à Monza, donc la star américaine, doit courir avec Mario Andretti. Ici, il est exclu pour avoir participé avec Mario Andretti au Osir 100, une course de sprint car la veille aux États-Unis. Donc il a pris l'avion, il est revenu pour disputer le Grand Prix alors qu'il était qualifié. En course, on va prendre un exemple aussi absurde, Alpine. Alpine a été exclu parce qu'il était trop lent comme pilote, mais plus logiquement, c'est utilisé pour des cas, par exemple, comme Nigel Mansell en 1989 à Estoril lorsqu'il va virer Ayrton Senna après avoir fait une marche arrière dans les stands, être sorti illégalement des stands alors qu'il était déjà disqualifié, ou des erreurs, genre, par exemple, Maurizio Gugelmin, la même année qui refait faire son niveau de frein en stand, ce qui est illégal, ou Stefan Johansson au Grand Prix du Canada en 89 qui part donc avec une perche de ravitaillement accrochée à sa voiture. Ça, c'est des disqualifications, voilà, c'est un drapeau noir. Ensuite, la minute de pénalité, comme par exemple Didier Pironi au Grand Prix italien 78, au Gerhard Berger quelques années plus tard. Donc là, on a ajouté à la fin de la course une minute, tout simplement, au temps du pilote. En fait, pour simplifier tout ça et surtout pour faire une gradation, en 93, il y a 30 ans, on décide d'ajouter le stop and go. C'est-à-dire un arrêt de 10 secondes. Premièrement, au tout début, soit à l'entrée des stands, soit à la sortie des stands avec un grand panneau lumineux que vous indiquez donc votre nom, un commissaire FIA avec un plus petit panneau répétiteur pour vous expliquer. On peut aussi prendre 5 secondes quand vous appelez Michael Schumacher en Grande-Bretagne en 1994. Pénalité qui va superbement oublier, se prendre un drapeau noir et être exclu de Grand Prix pour ça. Donc, après le drapeau noir et le stop and go, l'exclusion. Vous pouvez être depuis tout temps exclu d'un Grand Prix pour conduite dangereuse. Donc c'est arrivé par exemple à Ida Irvine en 1994 pour avoir provoqué un carambolage, Michael Schumacher ou Mika Häkkinen la même année. Romain Grosjean aussi est exclu, Pierre Gasly risque l'exclusion à la prochaine connerie et on y reviendra dans les points noirs. Ensuite, dans les années 2000, nous avons ajouté le drive-through. Drive-through, c'est l'adaptation de la procédure de la ligne longue aux États-Unis, c'est-à-dire que comme aux États-Unis, vous passez par la ligne longue dans les stands à 60 km/h. Ça, c'est notamment pour les unsafe releases légers, ou plus logiquement pour ce qu'on appelle les track limits, des pénalités assez légères. Donc, pour éviter de mettre un stop and go, on met cette pénalité. On a également donc le stop and go de 5 secondes,
qui a été dans les règlements mais qui était peu utilisé, qui est utilisé depuis ces dernières années, et le drapeau blanc et noir, très peu utilisé, par exemple, Grand Prix de Belgique en 89 pour Edith Schieber pour conduite antisportive puisqu'il refusait de laisser passer les pilotes lors de ce Grand Prix de Belgique. Tout simplement. Donc ça a aussi été utilisé par exemple contre Michael Schumacher à quelques reprises. Mais donc là maintenant on va venir à ce qui fâche, la logique des pénalités actuelles. Maintenant on met littéralement des pénalités de recul de place pour un oui ou pour un non. On met des pénalités en course et pour n'importe quoi. Attendez, l'année dernière on a quand même une pénalité pour le safety car de 100 secondes, c'est une blague. On a pénalisé safety car, c'est une blague. Non mais franchement ça devient ridicule. On met des pénalités pour des trucs ridicules. Par contre, on ne met pas de pénalité à Lance Stroll. Lance Stroll, étonnamment, il n'a pas pris de pénalité pour avoir dégagé Alonso. Il a pris 10 secondes, c'était un drapeau noir. Drapeau noir, Lance Stroll, ça fait longtemps qu'elle aurait dû se prendre un drapeau noir en Grand Prix et une suspension d'un Grand Prix. Si on suit les règlements FIA. Mais bon, comme je l'expliquais, les règlements sont faits à la gueule du client. Vous êtes Pierre Gasly, vous êtes un pilote français relativement propre. Contrairement à votre coéquipier Tsunoda qui se prend pour un KTM, vous prenez quasiment une suspension. Vous vous appelez Stroll ou Mazepin, vous êtes un danger public. Pour la F1, non. Ou Tsunoda même, vous ne prenez pas de suspension. Vous ne prenez pas 6 points d'un coup sur votre pénalité, ce qui devrait être le cas. En fait, moi, Stroll, pour moi, c'est le pilote le plus dangereux depuis Paul Tracy vu. Et Paul Tracy, c'était un pilote qui était un véritable boucher sur la piste. C'est sans doute le pire pilote du IndyCar ces dernières saisons. C'était un malade. C'est un gars qui a gagné le championnat 2003, mais qui est connu pour avoir tassé des mecs à 350 sur Oval. Stroll, c'est du même acabit. Ils sont tous les deux canadiens. Tracy était ontarien, a failli piloter chez Benetton si un contrat n'a pas fait faux bon. Un sponsor n'a pas fait faux bon, donc un contrat qu'un sponsor n'a pas fait faux bon. Et Stroll, c'est un danger. Donc pour moi, il faudrait réformer tout ça et rendre ça beaucoup plus clair. Comme dit Mika, de Blabla F1, laisse fans se foutre sur la gueule. Les gars, c'est des grands garçons. Tu touches un mec, ça fausse ton aileron, ça fausse tes roues. Ça fausse une direction faussée, c'est une merde à conduire en voiture. Un aileron pété, c'est 30 secondes d'arrêt. Un aileron arrière, c'est 5 minutes d'arrêt en Formule 1. Donc voilà, ça suffit. T'es puni. Tu sors de la piste, tu sors, t'es puni. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre de pénalité parce que t'as été faire joujou avec ton copain que t'as voulu passer. Par contre, tu fais ce que Stroll a fait au sujet à Latifi. Au revoir. Tu prends 3 grands prix, tu fermes ta gueule. Donc pour moi, il faudrait grader ça logiquement. Petite faute drive-through. Faute importante. Vraie faute importante. Pénalité de 10 secondes. Et ensuite, drapeau noir. Drapeau noir, ne pas hésiter à l'utiliser en Grand Prix. C'est un mec merde, on lui fait un drapeau noir. Ou alors, on lui ajoute 1 minute au lieu de 25 secondes en fin de course. Tout simplement. Ça ne permettra pas de fausser un championnat, puisque faut quand même rappeler que en 2021, le championnat a été faussé coup de pénalité. Qu'on a également eu, dans le même genre de délire, cette année, un Grand Prix où Pérez aurait dû se prendre bien plus que ce qu'il a pris. Maintenant, je suis désolé, il faut un retour à la logique en termes de pénalité, comme j'explique, voilà. Pour moi, une pénalité, c'est fait pour punir, c'est pas fait pour régler un championnat. Vous aurez compris au long de cette artiste de vidéo, à titre personnel, je partage assez peu de points de vue communs avec Liberty Media sur la vision de la Formule 1. Moi, je suis quelqu'un qui a une vision assez atypique, qui se base sur presque 35 ans d'expérience dans la Formule 1, parce que je regarde la Formule 1 depuis l'âge de 3 ans à peu près, c'est-à-dire j'ai 37 ans dans un mois et demi, donc vous comprenez. Voilà. Et pour moi, je pense que cette vision, elle a mérité d'être écoutée. Alors, pardon, excusez-moi sur les problèmes de son, j'ai eu quelques problèmes de son en fin de vidéo, vous m'excuserez, c'est pas de ma faute, je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi. Et arrêtez de me faire chier là-dessus avec les commentaires. Voilà. C'était Lionel de la chaîne CycloGP. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa, à mettre un petit like, un petit commentaire en inventant les commentaires à la con. Encore à nouveau, bonne année, au revoir, et puis, pensez à partager, et bon championnat 2023. En espérant que vous avez apprécié ce que j'ai pensé.